Nous accueillons donc pour cette 29e rencontre des Puits Anthony Poirodeau, bien connu des lieux, donc écrivain nantais, né en Vendée à la fin des années 70. Anthony donc a publié, non mais il faut le dire, hein, parce qu'il faut être clair quand même. Anthony donc a publié 2 livres que vous connaissez certainement tous, tous les 2 aux éditions Incultes, 2 récits qui ont en commun de restituer un déplacement, pour ne pas dire un voyage, l'un dans une ville fantôme espagnole et l'autre dans une ville du nord du Canada. Anthony collabore à différentes revues, dont La Moitié du Fourbi, 303 et probablement d'autres, mais ça tu pourras éventuellement préciser. Principalement. Donc cette entrée par le bruit, qu'il conviendrait d'entendre comme un signal plutôt faible et ténu, et dont les modalités de présence dans le paysage ne sont pas sans conséquence sur la perception des configurations paysagères, cette entrée donc nous a semblé pouvoir trouver une belle occurrence dans le travail littéraire d'Anthony. Alors bien sûr, c'est depuis l'approche désormais bien en place des pratiques et usages de l'image, je le rappelais, 29e rencontre. Donc c'est dans le cadre de cette approche par l'image que nous avons sollicité Anthony, étant entendu que pour un écrivain formé à l'histoire de l'art, la question de ce qui fait image dans un travail d'écriture n'est a priori pas totalement saugrenue. Du bruit dans le paysage donc. Alors pas à côté, ni hors de, mais bien dans le paysage. Ce qui amène à se questionner sur ce qui fait paysage et quels en seraient les ingrédients, les limites, le dedans, le dehors, etc. Mais bien sûr, on ne va pas répondre à ça ce soir, encore que. Mais gardons en tête que cette notion de paysage est au moins à double détente. On peut l'aborder aussi bien comme représentation que comme expérience d'un lieu. C'est un classique. Et c'est peut-être par là qu'il faudrait envisager l'invitation adressée à Anthony de venir nous exposer les composants d'une pratique d'écriture. Pratique et usage sont importants pour nous, on est vraiment à ce niveau-là, savoir comment les uns et les autres on se débrouille avec l'image. Donc exposer les composants d'une pratique d'écriture pour lequel l'usage des images constitue un moyen, à la fois surface et outil de projection, un peu comme un écran et un projecteur, d'un côté quelque chose qui reçoit l'image, et de l'autre un point de départ, à la mécanique propre. Donc c'est peut-être de cette manière que l'on peut situer l'usage de la carte, par exemple, dans ton dernier ouvrage, une carte comme représentation et comme expérience préalable au déplacement. Il y aurait dans ce type d'image quelque chose qui relèverait, c'est mon interprétation, du voir et du prévoir. Voilà. Quelques mots pour introduire cette rencontre qui ne sont pas nécessairement programmatiques, mais qui essaient de camper un peu le décor. Donc le premier livre que j'ai publié, je l'ai apporté là parce qu'il est plus disponible. C'est un livre qui m'avait été commandé par l'éditeur, donc Inculte. Enfin, c'était une commande très ouverte, mais c'était une commande de approcher, traiter un phénomène bien particulier qui est la spéculation immobilière en Espagne. Je vais faire une contextualisation très, très rapide. Entre 1998 et 2007-2008, l'économie espagnole a été dans une très forte croissance, ce qui s'avérait être une bulle spéculative dont l'éclatement a plongé l'Espagne dans la crise vers 2007-2008. Et ça a généré dans le paysage des centaines de zones urbaines toutes neuves, parce que plus on construisait, plus on produisait des liquidités, plus on produisait de l'argent, mais on était en surproduction, très forte surproduction. Donc aujourd'hui, après l'éclatement de la crise, on a des centaines et des centaines dans toute l'Espagne de lieux tout neufs, des quartiers urbains tout neufs, plus ou moins terminés et quasiment inoccupés. Donc voilà, c'est le phénomène dont on m'a proposé d'aborder pour en faire un livre, et je me suis arrêté sur une ville dont j'ai quelques photos ici. Les photos que je vais vous montrer là, ça correspond aux photos, c'est un livre à l'issue duquel, ouais, ça n'a pas marché mon truc, je sais pas, hop, à l'issue duquel, voilà, hop là, à l'issue duquel il y a un petit cahier photo dont l'enjeu pour moi était vraiment de faire un appui visuel et de montrer, alors oui, ça c'est parce que ça rebondit sur une petite anecdote dans le bouquin, c'est moins significatif, un appui visuel des lieux dont il est question dans le livre. En gros, à quoi est-ce que ça ressemble ? Donc l'idée c'est plutôt de faire une documentation visuelle. Donc c'est moi qui ai pris les photos avec un appareil photo très basique, avec mon savoir-faire de photographe très rudimentaire.
C'est-à-dire, j'ai essayé de cadrer de telle sorte qu'on puisse voir à la fin du livre. Les défilés peut-être si Oui, oui. On fasse tourner le bouquin pour ceux qui ne le connaissent Ouais. pas. Mais après, les repros sont. C'est aussi pour ça que je me suis pas. C'est des repros qui n'avaient pas. C'est un appui documentaire visuel. Voilà. Donc c'est cette ville-là dont le livre parle, qui est une ville construite au milieu de nulle part, à 40 km environ au sud de Madrid, dans une zone très, très aride, où il y a une petite commune et un promoteur immobilier. Bon, derrière, il y a toute l'histoire de la corruption d'élus, un ensemble de choses qui ont été très présentes dans la spéculation immobilière, pas seulement en Espagne, mais en Espagne ça a beaucoup marché comme ça. Donc bon, je vous ai mis un ensemble de photos qui correspond à ce qu'il y a à la fin du livre. Donc voilà, le sujet du premier livre c'était celui-ci, et j'ai abordé ça sous la forme d'un récit. Pour revenir à ce que je voulais dire, j'ai abordé ça sous la forme d'un récit, même si c'était pas net pour moi au début. Pour moi, c'était un mélange de récit et d'essai, parce que je voulais faire la contextualisation économique, l'histoire de ce promoteur immobilier. Je voulais donner l'ensemble des paramètres nécessaires à la compréhension de ce qu'est ce lieu, comment il est aujourd'hui. Mais n'étant pas... j'étais d'une certaine manière en défaut de compétences à pas mal d'égards, parce que je suis ni urbaniste, ni économiste, ni les compétences un peu attendues pour faire ça. Donc la base sur laquelle j'ai réussi à hasarder une légitimité, c'est de restituer le fait d'y être allé et d'en avoir fait l'expérience. Donc, et ça, c'est le fil d'un récit. Voilà. Je peux dire ça un peu comme ça. Bon, je ne commande pas plus que ça les images. On peut revenir si vous voulez. Si je passe à mon deuxième livre, allez, hop, je souffle. Allons-y. Alors, il y a 5 ans entre les deux. On peut revenir après. On change de continent. On change de continent. Alors, ce projet est beaucoup plus personnel. C'est un projet beaucoup plus personnel, qui n'était pas une commande de l'éditeur, c'est moi qui leur ai proposé ça. Et c'est un récit beaucoup plus... C'est un récit aussi, l'éditeur l'a intitulé roman, pourquoi pas, mais moi je l'ai pas pressenti, prémédité du tout comme un roman. C'est un récit à rebours. C'est un récit. Oui, c'est un récit à rebours. Oui. Le texte du livre n'est pas écrit au fur et à mesure. On t'est revenu dessus en fait. Tu l'as écrit après avoir fait. Je l'ai écrit après avoir fait le voyage, absolument. Donc ça relate une obsession géographique qui naît de la contemplation des cartes de géographie, de cette carte de géographie, qui est une vieille carte d'Amérique du Nord, qui date des années 1920, qu'un ami m'avait offert, bref. Et puis, il y a la contemplation des paysages dont je parlais, qui est quelque chose d'une manie pour moi depuis l'enfance. Et puis, il y a son pendant, qui est la contemplation des cartes de géographie, qui est un support de rêverie et de temps suspendu. Voilà. Très, très important pour moi depuis très, très longtemps. Et il y a sur cette carte, il y a un petit point qui est là, qui est désigné sous le nom de Fort Churchill, qui correspond à quelques kilomètres près, parce que bon, je passe les détails des destructions, reconstructions de l'endroit, à une ville qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle Churchill. Alors je dis ville, c'est beaucoup dire. Ça fait 500-600 habitants. Et j'ai beaucoup rêvé sur ce point comme un point de fuite, un point de désir de quitter le monde. Et puis donc il y a un ensemble de choses qui ont fait que ce désir a fini par devenir un projet d'écriture, que le projet d'écriture a déclenché cette chose dont je parlais par rapport au premier livre, qui est le besoin d'y aller pour trouver un point de légitimité d'écriture. Et ces deux livres,
leur sujet peut-être, ou un des sujets la disparition du paysage unifié rêvé à distance une fois qu'on a franchi la barrière de l'image et on arrive dans quelque chose qui garde le souvenir de l'espoir de rencontrer le paysage, mais une fois qu'on est entré, le paysage il a continué à s'éloigner exactement comme l'horizon. Et donc, qu'est-ce qu'on rencontre? Pas à la place, mais voilà. Qu'est-ce qu'on rencontre une fois qu'on est entré dans le paysage et qu'on a perdu la distance qui le rendait désirable. Voilà. Donc je pense qu'on pourrait peut-être dire ça. On pourrait peut-être dire. Je parlais des images un peu qui ont accompagné le premier livre, comme il y en avait qui étaient reproduites. À la fin du livre. Voilà, les lecteurs ont pu voir quelques images que j'avais prises, puis j'en avais diffusé quelques-unes, que ce soit sur Facebook ou sur mon blog peut-être, ou sur différentes revues en ligne auxquelles j'avais contribué sur les autours du livre. Sur Churchill, j'ai quasiment pas montré d'images, ce qui est un peu étrange parce que c'est un voyage qui a été très, dans lequel je me suis beaucoup impliqué. Et je crois que j'avais moins besoin de partager les images parce que on doit être dans quelque chose de beaucoup plus introspectif. Et donc Ça se sent. Comment? Ça se sent. Ouais. Ah, c'est vraiment très différent. Ouais. Oui, oui. Et pour celui-ci, moi je pensais que c'était des images de Google Street View en fait à la fin. Sur le rendu, je veux dire noir et blanc, oui. avec la trame. Oui, ça pourrait. Et mon objectif en les prenant était que vraiment que ce soit un peu neutre. Et alors les images, pendant ce séjour à Churchill, j'ai pris plein d'images, mais avant tout pour me faire des notes. Prendre des notes, et y compris notamment des notes de l'aide-mémoire, de la documentation, vraiment de la documentation, et y compris des images que je trouverais difficilement ailleurs. Et je reviens à cette idée de lieux très ordinaires, qui sont donc des lieux considérés comme tels, vécus comme tels, beaucoup aussi, qui sont effectivement des lieux qui m'intéressent énormément, et sont des lieux pour lesquels c'est assez difficile de trouver des images quand on est à distance. Parce que il y en a sur cette petite ville du Grand Nord canadien, qui est célèbre pour ses ours polaires, donc il y a des reportages, presse, télé, etc. Et alors on voit des images qui sont assez esthétisantes, qui tâche de rendre en quoi cet endroit serait peut-être extraordinaire. Alors que moi, une fois sur place, une fois que m'y trouvant, je suis plutôt en contact avec l'ordinarité du lieu, et c'est ça que j'essaye de trouver dans les photos. Il y a deux choses, je peux montrer quelques photos. Alors je ne vais pas forcément vous dire ce que c'est, parce que là on serait vraiment la séance de diapo retour de vacances. Et alors, je m'interrogeais sur les images que je prends, qu'est-ce qui déclenche pendant le séjour le fait que, tiens, ça je le prends en photo. Bon. Le fait d'être moi aussi sur place. Oui, c'est aussi se dire, bon, je suis pas venu pour rien, donc je vais me faire une documentation qui est permise par le fait d'y avoir été. Donc ça c'est un élément. Il y a, je crois, quelque chose qui me semble être dans les éléments que je photographie, qui me semble être ça, je ne le trouverai pas en photo ailleurs, donc il faut que je le prenne. Il y a quelque chose qui me semble rendre le caractère un peu atone, un peu très atténué de ce lieu-là, qu'un endroit où il ne se passe pas grand-chose, c'est une petite ville très éloignée, qui est en défaut d'événements, considérablement en défaut d'événements dans un séjour, comme on peut faire aujourd'hui. Voilà, donc ce qui me... Là où je me disais, tiens, ça j'ai envie de le prendre en photo, c'est que ça me semblait assez bien rendre
cette tonalité. Voilà, plastiquement, j'ai peu de confiance dans le fait que ces images partagent ce pourquoi je les ai prises, je crois. J'ai l'impression qu'elles restituent plutôt j'en sais rien, une sorte une banalité trop grande. Je me fais plus confiance pour transmettre quelque chose de ces lieux-là par le texte que par l'image. Et c'est ton projet. Voilà. Voilà. Et alors, il y a une autre raison pour laquelle, ce qui déclenche un peu le sorte de, peut-être pas de pulsion, mais de la prise d'image, c'est quelque chose qui justement n'est pas l'interstice des lieux, mais qui est, moi, ce que figurait beaucoup ce lieu-là, c'était qu'il était vraiment aux confins des lointains, de l'immensité du Grand Nord, et s'il y avait une sorte d'horizon extrêmement ouvert, donc le grand paysage qui est une invitation à le posséder par la marche, ça c'est des choses que je prends en photo. Mais en gros, ça fait des photos, je crois, assez très plates. Il y a une ligne d'horizon, il y a du sol, il y a du ciel, et puis voilà. Il n'y a pas d'ours. Pardon. Il n'y a pas d'ours. Il n'y a pas d'ours, t'es contraint par la vie, par la ville, ça tu l'écris. Alors oui, il y a une contrainte physique. Il y a quelque chose. Tu tournes en rond dans cette ville et tu n'oses pas sortir. Ah oui, alors il y a aussi quelque chose, effectivement, tu as raison de l'indiquer. Il y a quelque chose aussi, c'est que c'était le paradoxe aussi de ce séjour, et c'est un des sujets du livre, c'est que donc c'est un point isolé, très lointain, au milieu d'étendues immenses, mais c'est au milieu aussi de la nature sauvage, et en fait on ne s'aventure pas en dehors. Donc on est dans un espace extrêmement exigu et contraint. On a des horizons immenses tout autour, mais c'est peut-être une invitation à le posséder par la marche, mais derrière l'invitation, il y a une limite ferme et dure. Qu'est-ce que je cherche à aller voir ? C'est un peu... Alors sur le cas de la ville fantôme espagnole, c'est un peu plus évident, parce que c'est spectaculaire finalement, ces gros bâtiments au milieu d'étendues désertiques. Mais à Churchill, c'est spectaculaire sur la carte, mais une fois qu'on y est, c'est anti-spectaculaire au possible. Enfin pas au possible, il y a quelques bâtiments un peu... Ça là, c'est un ancien site de lancement de roquettes spatiales, bon ça on peut... Voilà. Mais sinon c'est très anti-spectaculaire. Et il y a un autre, je ne sais pas si je vais montrer les images, parce que peut-être que je ne regarde pas l'heure, je ne sais pas où on est. J'avais un autre projet que je n'ai jamais du tout réalisé, pour lequel j'ai fait un voyage dans les lieux où a vécu William Faulkner au Mississippi. Un de motif un peu bizarre, parce que qu'est-ce que j'avais envie de voir au juste ? Qu'est-ce que j'avais envie de voir au juste et qu'est-ce que j'ai photographié ? C'est là encore des sortes de paysages très ordinaires, mais qui me semblent, moi, très importants. C'est des champs, vraiment des champs. Et à la limite, plus ils étaient ordinaires, et plus ils me satisfaisaient, et plus je me disais, c'est bien que je sois là. Et peut-être parce qu'ils étaient conformes à quelque chose que j'avais connu dans l'enfance. C'est de pouvoir retrouver des lieux enfantins dans un lieu qui a été mythifié par un ensemble de faits historiques et littéraires, et l'œuvre de Faulkner, etc. Cette espèce de conjonction là. Et en fait, ce que je voulais aller voir, et ce qui me fait photographier, je peux vous montrer des photos, c'est ça, cette espèce d'ordinarité avec peut-être avec quelque chose où j'ai envie de me dire, regarde comme c'est ordinaire, c'est dingue. mais pas sur le registre de la déception, dire ah c'est juste ça, non, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Ah oui. Voilà. Alors c'est amusant comme histoire, ça concerne beaucoup les images. J'avais donc ce projet inabouti. Mais bon, je sais pas,
tomber trop dans l'anecdotique, mais j'ai passé mon enfance dans un petit village vendéen. Et puis, qui était un village rural, quoi, au milieu de la campagne, au milieu des champs. Et puis, quand je suis à l'adolescence, mes parents ont déménagé, pas très loin, mais dans un paysage pavillonnaire. À leur retraite, je vais arrêter les anecdotes personnelles après ça, ils sont retournés dans ce village où j'ai passé mon enfance, et je suis retourné, moi, quand j'allais les voir, là. Et donc, je suis retombé dans ce paysage d'enfants sur lequel j'avais projeté beaucoup de rêveries, et en les revoyant, 15 ans plus tard, j'ai eu cette espèce de sentiment très fantasmé, hein, mais sentiment très fort que ce paysage, c'est le Mississippi. Parce que déjà dans l'enfance, c'était le Mississippi, en fait. C'était Mississippi, ça veut dire l'aventure, ça veut dire... c'est l'aventure pour les enfants timides qui regardent un paysage en y projetant une aventure, en y projetant des jeux comme ça, inaccomplis mais très investis mentalement. Et cette conjonction entre ce que je supposais être, ce que j'identifiais comme ce paysage-là, c'est le Mississippi, dans sa version enfantine et dans sa version un peu faulknerienne, on va dire, je me suis dit, tiens, là j'ai un sujet d'écriture, il faut que j'aille au Mississippi et que j'aille prendre aussi des images, que j'aille voir, et à la fois saisir un peu la spécificité, bon, évidemment, il y a énormément de différences, hein, et puis aller vérifier, d'une certaine manière, aller vérifier que c'est pareil. Il y a ce qui déclenche le fait de se dire tiens, ça je le photographie. Mais la raison principale pour photographier, c'est d'avoir du matériau pour plus tard, pour pouvoir appuyer la description, pour pouvoir trouver plus d'exactitude, de conformité documentaire. Donc oui, c'est la fonction principale, je crois. Dans l'affirmation dont tu parlais tout à l'heure, quelque chose de pas conditionnel, mais de pouvoir... Oui, alors après, il y a toujours un jeu du conditionnel, il y a toujours un jeu mais il y a... je sais pas si c'est une exigence éthique discutable, hein, ou si c'est une crainte... De partir dans quelque chose de beaucoup trop vaporeux, mais effectivement il y a cette... pour moi je souhaite vraiment que à partir du moment où les lieux et où les personnes dont je parle sont réelles, où je ne les ai pas fictionnalisées, enfin je ne les ai pas inventées, fictionnalisées ça peut être autre chose, je ne les ai pas inventées, je veux être le plus conforme possible à ce qu'il est factuellement possible d'établir. Et tout ce qui est factuellement pas possible d'établir, ce qui relève de l'intériorité des personnes, ce qui relève de... là, il y a de la place pour l'hypothèse, pour la conjecture, mais dans tout ce qu'il est factuellement possible d'établir, je veux être le plus conforme possible. Donc là, la photo, pour moi, il y a cette fonction d'attester, de documenter, il y a cette fonction-là. Ouais. Scénario, je saurais que je réponds. Non, c'est pas conscientisé. Non. D'accord. Je pense que ça se produit. Mais c'est pour ça, il y a plein de photos c'est pour ça que je les partage pas nécessairement, c'est que je sais pas au juste ce qu'elles me... Comment dire ? Je sais pas au juste ce qu'elles me disent. Je sais ce qu'elles me disent, mais je ne sais pas si elles ne le disent qu'à moi, si le souvenir de la raison pour laquelle je l'ai prise m'apparaît, ça me sert d'aide-mémoire, mais est-ce qu'elle se transmet? Et puis c'est des choses un peu informulées, donc le travail d'écriture, ce serait d'aller formuler. C'est ça. Le travail d'écriture, ce serait d'aller formuler. Et donc je déambule un peu dans ce coin-là, et puis j'arrive, il y a vraiment un hameau, près de
la ville dont il n'est pas originaire, mais où s'est établi un ancêtre de Faulkner qui a été très important dans la mythologie de la famille, etc. Et qui s'appelle Faulkner. Et donc vraiment, je pense que quand ils sont arrivés ici, ils ont établi d'abord cette espèce de petit hameau qui a porté leur nom. Donc il faut que j'y aille, où il n'y a absolument rien à voir, mais c'est toujours discutable ce rien à voir, parce que je trouve qu'il y a plein de choses à voir, mais voir quoi, il n'y a rien, il n'y a aucun objet isolable en particulier, si on l'extrait à ça. Mon truc de sacralité, comment dire, je constate que, enfin je ne prends pas au sérieux très, très loin non plus, je sais que c'est pas très sérieux. Même si je le vis très sérieusement, dans le moment où je suis en stupéfaction devant ces endroits. Et là, le long de la route, je passe à côté de cet endroit-là. Et alors moi, j'ai une espèce d'affinité pour les bâtiments agricoles. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du monument, avec une origine très, très modeste, très impure, mais qui s'érige en monument. Et je trouve ça assez, extraordinaire. Et donc je le vois, j'arrête la voiture, je le photographie, je prends. Et là, à ce moment-là, je me dis, peut-être que je suis venu que pour faire cette photo-là. Sauf que cette photo, plastiquement, je suis absolument pas sûr d'elle. D'ailleurs, elle n'a pas tellement été prise comme ça. C'est une espèce de saisie. Et je disais, d'un côté, je ne sais pas si je vois, si ce que je vois dans la photo, en me remémorant la raison pour laquelle je l'ai prise, la photo m'aidant à me remémorer, elle est quelqu'un d'autre que moi peut l'y voir, ou peut-être que cette photo qui à un moment me satisfait un peu, peut-être qu'elle rejoint totalement le cliché, c'est-à-dire que c'est la photo où personne voit grand-chose de particulier, tout le monde verra espèce de mythologie prémâchée, voilà, une espèce d'incertitude. Sur la prise de vue, mais après, 1 an, 2 ans, 3 ans après, ça marche encore? Là, je suis allé remettre le nez dedans pour avoir des images à montrer ce soir. Non, je crois que non, ça marche plus. Mais ça peut marcher un certain temps quand même. Ça peut marcher un certain temps. J'ai bien aimé dans mon premier bouquin regarder cette ville fantôme, comme quelque chose qui était un monument peut-être, et c'est-à-dire dont j'aurais pu produire une analyse à partir des mêmes présupposés que c'est un artiste qui l'a fait, et donc je peux l'analyser en termes formels, d'affect, en termes esthétiques. Je sais que c'est pas vrai. Et même un paysage totalement où l'homme est très, très peu présent, je pense. Moi, j'aime assez cette idée que on peut analyser quelque chose qui n'est pas identifié, consacré comme une œuvre d'art, qu'on peut l'analyser comme une œuvre d'art, comme si elle avait un auteur. Tu peux être un auteur anonyme. Donc, bon, tout ça pour dire, je digresse et je m'éparpille, tout ça pour dire que le paysage, pour moi, il est pris encore, c'est une tension entre des polarités, dans une échappée, le désir d'une échappée en dehors de la société, de la violence de la société, et de la certitude que de toute façon, il est une composante de l'humanité, quelque chose un peu comme ça. C'est une manière banale de le dire, mais il est vraiment... il n'est pas séparé du tout de l'humanité, il est même... peut-être que l'humanité en est l'auteur. Voilà. Bon. Chose un peu comme ça. Est-ce qu'on conclurait là-dessus? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je crois que ça laisse sur question. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci.